Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Salut! Comment ça va? Hello, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai eu quelques problèmes de son et j'étais obligé de redoubler entièrement ma partie pour que l'émission soit regardable. Merci de votre compréhension. Bienvenue dans cette nouvelle émission avec un nouvel invité. Je reçois aujourd'hui pour Nous ne sommes pas vieux pour ces conneries, mon ami Comics Noob. Comment ça va? Ça va. Si bien. Cela me faisait plaisir de t'avoir. On se suit via nos chaînes respectives. On discute un peu sur Insta. On s'est vu également IRL. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir ton point de vue justement sur cette question via la présentation d'une œuvre dans ce cadre. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu dire qui tu es, d'où viens-tu? Alors, Comics Noob, c'est un petit gars qui a commencé sur Instagram il y a peut-être 4 ans, si je dis pas de bêtises. Tout bêtement, vraiment avec au début sur une publication, je crois, je sais plus, je crois que c'était sur la collection Eglomos à l'époque, DC Comics, et il y a eu quand même pas mal de retours et des échanges. Et je me suis dit, ça peut être sympa, mais sans me mettre vraiment à fond au début. Enfin, même si là, je peux vraiment à fond, mais je veux dire, pas chercher tout de suite le nombre de likes ou de commentaires ou de haters ou autres. Je voulais vraiment avoir un partage sur cet univers que je ne connaissais pas vraiment. Enfin, je connaissais les personnages comme Batman, Superman, enfin tous les gros pions de DC à l'époque. C'était vraiment que du DC que je lisais. Et au fur et à mesure, j'ai pu échanger avec certaines personnes, découvrir d'autres passions. Ça veut dire vraiment aller plus dans le manga, même si à l'époque on avait tous notre petite tata Dorothée qui nous diffusait sur TF1 les Dragon Ball Z, les Saint Seiya, les Ken, les survivants, etc. Mais je n'allais pas plus loin. Vraiment, j'allais pas plus loin. Et au fur et à mesure des conversations, des gens comme toi, comme Esco par exemple, comme Zawa, comme Mourad aussi, ou d'autres personnes. Bon voilà, je peux pas trop non plus citer tout le monde, mais ça a pu développer en fait cette passion et commencer à me lancer un peu dans l'univers un petit peu manga, me tenter faire des tests, on va dire, voir si ça pouvait accrocher ou pas. Idem dans la BD. Avec par exemple Marini que je ne connaissais pas auparavant et j'ai pu avoir vu des œuvres qui sont incroyables comme Rome par exemple qui était vraiment pour moi qui était somptueux quoi, vraiment parfait quoi. Et ensuite j'ai pu découvrir un peu l'univers aussi de Marvel avec certains pro Marvel on va dire, toujours avec des grosses références comme Iron Man, Captain America, mais ça n'allait pas plus loin et au fur et à mesure je testais des lectures que je ne connaissais pas, je demandais des infos et je me suis lancé carrément sur lancé Insta, mais j'ai vraiment trouvé ce réseau en fait qui était enrichissant en fait pour moi, vraiment où j'apprenais quasiment peut-être pas tous les jours, mais le partage et d'autres choses aussi. Voilà, c'est ça. Et puis même, tu vois, au fur et à mesure du temps, j'ai pu rencontrer aussi d'autres personnes qui m'ont fait aimer d'autres passions comme l'impression 3D par exemple, ou tout ça grâce en fait à ce réseau-là. Donc je trouve ça assez riche, je trouve ça vraiment très bon et c'est pour ça que je me disais mon surnom au tout début c'était vraiment Comics Noob. Noob dans le sens je suis amateur de comics et donc je me suis dit Comics Noob ça faisait un bon pseudo à l'époque. D'accord. Donc voilà. Et la transition vers YouTube, ça s'est fait comment? Covid, je pense que c'est le Covid. Le Covid, je tournais un petit peu en rond parce que mon boulot a fait que je ne pouvais pas. Enfin voilà, j'étais obligé de rester chez moi. Hein. Et je sais pas, je regardais des vidéos telles que Comics Party ou je sais plus le Comité des comics. Enfin vraiment. Pareil, je restais encore peut-être sur des gros piliers sans tenter au début peut-être comme Visi Gaming par exemple maintenant qui a changé de pseudo, mais
vraiment ou les reviews qui étaient assez enrichissantes. Et après, je t'ai connu toi, ou pareil, où j'ai trouvé le format qui était aussi pareil, c'est ludique. Et là, j'étais encore plus dans l'inconnu puisqu'il y avait certains mangas ou certaines œuvres que je ne connaissais pas et j'ai pu les connaître. En fait, j'ai pu voir un peu si ça pouvait m'intéresser ou pas. Donc voilà YouTube, l'expérience YouTube. Mais pareil, c'est vraiment un partage. Je pense que si ça n'aurait pas, on va dire, si le partage n'était pas là, j'aurais arrêté. Au bout peut-être d'un an, j'aurais dit bon, je vois qu'il n'y a pas forcément de retour, je vois qu'il n'y a pas de je sais pas comment dire, d'échange. Je ne vais pas continuer. Je me ferai. Même si tu t'investis ou pas, tu fais quand même une démarche volontaire, tu montres ton visage, voilà. Parler devant une caméra, c'est pas forcément une démarche facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, même l'exercice YouTube est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il faut travailler vraiment il y a tout un travail derrière, hein, comme le montage, par exemple, quand on fait des reviews ou même comme toi tu fais par exemple sur ce principe, essayer de trouver des choses qui innovent un petit peu dans des concepts, on va dire, comme ils disent. Hein. C'est là où c'est le plus compliqué, je pense. Et à un moment, j'avais fait une collection des abonnés qui avait très bien fonctionné, mais c'est extrêmement dur en fait parce que pareil, là on est toujours dans l'échange de la collection des abonnés. C'était vraiment pour donner un peu une sorte de porte ouverte aux gens, de dire voilà pourquoi j'aime ce monde, voilà pourquoi j'aime les mangas, les comics ou autres. Voilà pourquoi j'aime cet univers-là. Et je trouvais ça vraiment intéressant de découvrir ça. Hein. Par exemple, les jouets des années 90 ou autres. Je trouvais ça. Enfin, on voyait la passion des gens. C'était vraiment. il y avait des collections extraordinaires. Ouais, exactement. Donc voilà mon petit parcours, tout au moins parcours en tout cas sur les réseaux sociaux, mais la lecture, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Tu nous as parlé de comics, tu nous as parlé de manga, mais finalement, comment est-ce que ça s'est passé? Point de départ, ça a été, alors je crois que j'étais peut-être en CE1, je crois, ou CE2, classe de mer. Enfin, en gros, j'étais parti en classe de mer et j'ai vu, il y avait un pion qui est arrivé dans le bus, mais je m'en rappellerai toute ma vie, avec un carton, mais un carton, il était mais énorme. Et première lecture de comics, c'était Spawn. D'accord. Spawn. Alors que j'étais mais jeune, je ne comprenais rien de ce que je lisais quasiment, parce que c'était à l'époque un peu comme type les fascicules et j'arrivais pas à comprendre, mais l'univers était tellement dingue que je me suis dit putain, le personnage il est quand même sacrément badass quoi. Et après ensuite j'ai pu compléter cette série avec les sortes d'intégrales où j'ai pu lire les premiers Spawn, les Spawn Renaissance et King Spawn aussi. Et cet univers-là m'a fait débuter en fait vraiment sur la lecture, on va dire, comics, manga. Ensuite, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, un peu notre tata à tous, enfin de notre génération, Dorothée, qui nous a fait aimer Dragon Ball Z. Et là, tout d'un coup, on commence un manga. J'ai commencé avec Dragon Quest, mon premier manga vraiment, Fly. C'était à l'époque, c'était Fly sur l'édition J'ai lu, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas, je les ai dévorés et à la fin, je me sentais mais vide. Ça veut dire vraiment, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? Ah ouais. Parce qu'à l'époque, il faut le préciser, il y avait quand même beaucoup moins de sorties qu'à l'heure actuelle. C'est ça. Il y avait pas grand choix. Enfin, il y avait du choix, mais il fallait vraiment choisir. Alors après, je me suis lancé dans Gon et pareil, fin de lecture. Il y avait une sensation de vide et ensuite on enchaîne les lectures, on enchaîne avec Dragon Ball Z. Il y avait après Jojo aussi qui était aussi apparu. Il y avait tout cet univers là en fait où je suis Saint Seiya, où je suis complètement tombé en fait dedans et étrangement un jour sortant du boulot, je travaillais à Orly avant, je me dirige vers Belle Épine, donc un centre commercial pas très loin de mon taf. Et je trouve un album, tu vois le magasin, voilà, album, mais il y en avait un dans le centre commercial. Oui, il y en avait pas mal, c'est vrai. Et je rentre dedans et là je commence à voir des gens fouiner et tout, les bouquins, je dis ça c'est bizarre. Et je commence à regarder et là je tombe sur un Batman, alors je peux plus te dire c'est lesquels, Batman Universe, je crois que c'était un DC Universe. D'accord. Le DC Universe,
le DC Univers, je tombe sur cet univers-là où en fait ça réunissait en fait plusieurs chapitres sur Batman, Green Arrow, Robin, enfin. Et là, je me suis dit, et là, je suis tombé accro. Là, j'ai plus arrêté. C'était fini pour moi. Après, je suis tombé sur du Batman Saga, des Green Lantern Saga. Enfin, j'ai plus réussi à décrocher en fait ce côté-là. Sauf que financement, c'était assez dur de se dire, je fais du manga, je fais de l'indé, je fais également du comic. Ouais, de la BD. Voilà, c'est ça Après, bien sûr, il y avait le fameux Astérix. Je pense que voilà, tout le monde a pu. C'est aussi une de tes passions. C'était l'univers aussi. Alors peut-être avant Spawn, peut-être on peut dire que c'était Astérix en effet, mais c'était pas pareil. C'était Astérix, c'était plus, je sais pas, une histoire avant de se coucher ou voilà. C'est aussi peut-être lié à un contexte familial. Tu lisais ça avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Exactement. C'était vraiment la famille. Alors peut-être c'est pour ça que je le mets pas vraiment dedans parce que c'est plus, oui, c'est plus global quoi. C'est vraiment familial et tout le reste. Par contre, c'était vraiment dans mon petit coin, ma petite lecture, la petite vidéo. Enfin voilà, le petit club Dorothée le mercredi et le samedi. Enfin voilà, c'était vraiment là vraiment personnel et je m'en rappellerai, ouais, c'était vraiment le premier pas que j'ai fait dans le monde de comics, c'était ce fameux jour où je suis atterri chez Album, justement. Oui, je me souviens, il y avait plusieurs boutiques Album qui existaient à l'époque. Il y en avait une course Inté-Millions. Exact. Elles sont malheureusement un petit peu disparues. Elles sont disparues, ouais. Il ne reste que la centrale, finalement. C'est ça. Ah, c'est comme ça change. Bah, c'est la loi du marché, quoi. Hein. C'est la loi du marché, je sais pas. Pourtant, c'était vraiment quelque chose où on se donnait limite rendez-vous fin de service à la longue, parce que quand on commence un peu à en parler, bah tiens, montre-moi, tiens, fais-moi lire tel événement. Et justement, c'est là où on fait aussi des prises de risque, parce que au début, on n'ose pas trop. Enfin, moi personnellement, j'osais pas trop me dire, est-ce que ça va vraiment me plaire? Et en fait, on découvre après d'autres univers tels que je sais pas, les sagas Marvel ou les Amazing Spider-Man, enfin ou les Ultimate Spider-Man aussi à l'époque. Et c'est là où on tombe après sur l'univers, justement quand on parle d'Ultimate Spider-Man, il y avait Ultimate X-Men. Enfin, et là c'était une folie chez Marvel où pareil j'ai commencé à découvrir. Oui, les années 2000, c'était top. Ah, c'était l'année pour moi, c'était vraiment une année. Ça c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment des belles lectures, quoi. Vraiment des belles lectures. Pour le coup. Alors du coup, est-ce que dans ton parcours de lecteur, est-ce qu'à un moment donné, il y a une personne qui te dit mais qu'est-ce que tu lis là? Ils ont leur slip par-dessus leur pantalon. Mais c'est pas pour les enfants tout ça? T'avais un jour un prof qui me disait mais tu sais tu vas rien apprendre avec ce genre de lecture en fait et sur le coup je disais mais pourquoi? Enfin en gros quand je lis par exemple du Dragon Quest enfin avant Fly, je me souviens, il y avait quand même ce côté amical, amitié, amour, défi de soi. Enfin, il y avait persévérance, dépassement de soi. Exactement, il y avait tout même dans Dragon Ball Z, quand on voit, c'est un peu la même chose. Jamais lâcher l'affaire, toujours remonter, toujours être plus fort. Voilà, toujours être dans le truc. Même dans Batman, on voit que le gars, il a pas forcément de super pouvoir, pourtant il réfléchit et il va essayer d'analyser son adversaire pour justement le contrecarrer quoi. Et un jour, je suis tombé par exemple sur la Fnac où je suis tombé sur Luc Ferry où justement il propose différents tomes sur un peu tout ce qui est mythologie et je me dis par exemple ce prof là il devrait revoir un peu sa pensée. Je pense qu'il y a vraiment maintenant une ouverture, par exemple, des jeunes ou des gens qui ont du mal à suivre, par exemple, certains cours parce que c'est trop de texte, c'est trop dur, c'est trop, comment dire. Là, tu vois, ce professeur, c'est typiquement quelque chose qui peut te rebuter. Tu dois lire pour apprendre quelque chose. Mais non, en fait. Exactement ça. Tu peux lire pour le plaisir, tu peux lire pour ressentir des choses, pour en apprendre, effectivement. Ça, c'est clair. Mais tu peux lire, je sais pas, je trouve ça très limitatif, comme si la lecture c'était un devoir. Un devoir écrit, comme quand tu fais tes maths. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et même en lui expliquant, même en ayant une démarche pour aller vers lui, on lui montre,
en lui montrant par exemple certaines planches ou je sais pas, certains récits, il était fermé. C'était vraiment dans le sens, non, c'est pas ça. L'Iliade, par exemple, c'est pas ça. L'Odyssée, c'est pas ça. C'est voilà ce qu'il dit Homère. Enfin, tu vois, il te montrait plein d'exemples pour lui vraiment. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants qui veulent passer du temps un petit peu à la place de regarder la télé, quoi. Tu vois, c'était vraiment dans le sens. Donc effectivement, assez fermé sur ça. Ouais, c'était vraiment bloqué. La BD, outre le scénario et tout ça, c'est aussi le dessin. C'est le dessin, c'est de l'art. C'est vrai. Surtout qu'on l'apprend aussi dans nos cours. Hein. On a toujours une période où on fait du dessin pendant au moins 1 heure par semaine, mais non, pour lui, sa vision des choses était vraiment très fermée. C'était vraiment, et je parle même pas. Mais regarde, même par exemple, on a eu Ségolène Royal qui nous a aussi dit que les mangas étaient aussi dangereux, par exemple pour les jeunes. Alors que tu vois maintenant même la nouvelle génération avec Naruto ou autre, tu sens qu'il y a quand même cette envie où ils apprennent des choses, quoi. Ils apprennent. En tout cas, ça leur parle. C'est ça. Ils y retrouvent quelque chose, en tout cas. Et sous prétexte de vouloir protéger, on m'isole, on fait les barrières sur l'imagination, sur tout ça. Ouais, c'est bien dit. L'imagination, voilà. Tu vois, par exemple, l'imagination qui est quand même pour moi, qui est quand même essentielle. C'est-à-dire vraiment pour la vie d'une personne, si vraiment il n'y a pas ce monde-là, je comprends pas trop enfin. Après, justement, il y a des lectures qui s'adaptent à certains publics. Effectivement, comme tu l'as dit avec Spawn tout à l'heure, Spawn, c'est pas vraiment une lecture pour les enfants. C'est pas la première lecture. C'est pas la première lecture. Non, mais c'est vrai. Même Esco, la dernière interview que tu avais fait avec Esco, par exemple, il le disait. C'est vrai que tu as plusieurs types de lectures voilà, sur plusieurs types et tranches d'âge. Tu peux aller dans du gore où là, ça va plus viser vraiment sur une certaine personne. Et on va trouver, par exemple, des mangas ou même des livres, hein, des comics ou autres, où ça va être plus enfantin. Les dessins vont être plus doux, qui vont être plus ciblés pour eux. Mais je pense que même là, l'univers, enfin, ce qui se construit, il peut être aussi intéressant pour un gamin. Il va pouvoir se faire une imagination, il va pouvoir se dire, tiens, j'aimerais bien ressembler à telle personne, il est courageux, il est fort, il a confiance en lui. Enfin, tout ce genre de système, en fait, où je trouve que ces lectures-là sont, pour moi, sont importantes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut pas se limiter, en fait. Se limiter... effectivement, en tant que parent, il faut trier. On va pas faire n'importe quoi avec nos enfants. Mais il n'empêche que un enfant curieux, pourquoi ne pas lui expliquer qu'il y a des choses qui ne sont pas pour lui pour maintenant, et puis en fonction de sa maturité, de voir un peu comment ça évolue, il faut dire les choses. Quand on regarde par exemple Berserk qui est quand même un manga qui est dur en lecture, même par exemple la référence du tome 13 qui est quand même très 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 hard, ça on le dit tout de suite. Je pense qu'un enfant avant 16 ans, même 16 ans, je pense que on est dans la limite. Je pense pas qu'un enfant de 10 ans va pouvoir lire ça comme on va avoir la même vision que toi et moi sur cette lecture. Et pourtant Berserk, les planches sont juste magnifiques. Ah, il y a un travail derrière au niveau du dessin, c'est évident. Notre vision à nous, ça va être ça. Et comme des gens qui vont être un peu fermés sur ça, ils vont te dire c'est juste gore. On peut pas lire ce genre de lecture. Alors qu'en fait, on voit vraiment qu'il y a une fraternité, qu'il y a un duel, on apprend vraiment beaucoup de choses dans l'un de ces mangas-là. On apprend quand même pas mal. En fait, si on reste à la surface, s'il n'y a rien d'autre derrière, l'œuvre va disparaître. C'est normal. Exact. Si c'était juste gore pour faire du gore, cela n'aurait pas eu le succès qu'on lui connaît. Exactement. Ouais. Après, voilà, c'est pas parce qu'une bande dessinée existe qu'elle est forcément bonne. C'est comme tout, un livre peut être très mauvais, c'est pareil. C'est ça. Ouais. Après, c'est selon les goûts de chacun, de ce qui l'intéresse, de ce qu'il recherche. C'est ça, bien sûr. Après, ça peut déplaire, l'œuvre n'est pas forcément, une personne, peut-être moi, ça va me gêner de le lire ou de le voir.
mais on peut pas non plus se fermer complètement en disant c'est mauvais, je n'aime pas, quoi. Enfin, dans le sens où Ou alors, ça c'est pour les enfants, laissez-moi mes vrais livres. voilà. Je ne veux pas avoir ça chez moi, c'est pas possible. Mais je pense malheureusement il y en a eu, il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de personnes qui ont un peu raisonné de cette façon-là, quoi. Vraiment, où ils étaient très fermés. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui font que c'est dans cette situation pour certaines personnes. Parce qu'avant, on parlait pas forcément. Je dis geek, le mot geek, il est un peu fort, mais les geeks avaient quand même une image assez. Le lecteur, par exemple, de comics ou de manga, il avait quand même une image un petit peu du mec un peu fou, quoi, un peu dans son coin, enfin un peu isolé, un peu. Enfin, moi, je sais que j'avais souvent cette image-là, et j'ai même eu des amis où ils avaient peur justement de se dévoiler, de dire vraiment ce qu'ils aiment, de montrer ce qu'ils aiment à certaines personnes, de peur. Du regard des autres. Ah, tu lis ça, toi? Exactement, exactement. Ah, c'est terrible ça. Heureusement que les mentalités changent un peu. Et oui, heureusement. Parce que c'est vrai que c'est terrible. Moi, j'ai pas vraiment souffert de ce genre de choses, mais je sais que dans mon entourage, il y a certaines personnes qui ne lisaient pas ce qu'ils lisaient parce qu'ils avaient trop peur. Ouais, de peur du jugement. Trop peur du jugement, du regard des autres. Mais c'est vrai que quand t'as, par exemple, pour mon cas, quand t'as un prof qui vient te dire ça, Voilà, dans ce cas-là, l'image, elle est moyenne, quoi, parce que tu vas toujours avoir des gens à côté qui vont peut-être ricaner ou qui vont dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il est en train de lire? Ben, ça doit être stupide. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus, c'était une génération où, enfin voilà, quoi, très dans la critique. Enfin, tu vois, pas assez ouvert d'esprit, quoi. ça évolue, ça évolue. Moi, je me souviens, en seconde, on n'était que 2 à regarder Dragon Ball Z. Et tu vois, alors que là, aujourd'hui, je pense que tu vas en seconde, qui c'est qui regarde des animés qui sont à la mode, SNK, ou My Hero Academia, etc. Je pense que quasiment toute la classe regarde au moins connaît. Oui, tout le monde connaît, exact. Ouais. Alors qu'à l'époque, Oui, parce que même là, on le voit, je pense qu'au côté manga, on est le deuxième pays, il me semble, le plus, enfin, voilà, qui consomme le plus sur ce côté-là. Donc, je pense que oui, maintenant, il y a eu vraiment une libération où il y a eu un effet de mode, j'en sais rien, mais c'est vrai que maintenant, ça devient limite commun, quoi. Et les gens qui étaient trop fermés, ils se disent, bah, peut-être qu'on a loupé un coche, peut-être qu'on a loupé quelque chose dans tout ça. Donc, que trop fermé, peut-être, n'est pas forcément non plus. Ah, c'est jamais bon d'être trop fermé. En tout cas, dans l'esprit, il faut être le plus ouvert possible. Le plus possible, exactement. On va passer à ta review maintenant. Si j'arrive à retrouver l'image, tu vas nous parler de... Alors, moi, je vais vous présenter Magneto, donc le testament donc de Greg Pak et de Carmine. Alors, qui c'est déjà Greg Pak? Pour ceux qui ne savent pas trop, Greg Pak a fait Planet Hulk, World War Hulk et également, je ne sais pas si je l'ai dit, le retour de la planète Hulk. Ouais, il a fait pas mal de choses chez Marvel, notamment beaucoup de Hulk. Ces trois-là, tout au moins, enfin pour moi, m'ont beaucoup marqué. Je trouve que le virage de Hulk à ce moment-là, il a été juste énorme. La trahison et tout. Bon, c'est pas le thème de la vidéo. On va parler donc le Grand Testament. Donc celui-ci, c'est vraiment en format giant size. Grosso modo, on va retrouver donc Magneto. Alors sur ce comics, en fait, c'est simple. Magneto, on va pas le voir utiliser ses pouvoirs. C'est pas vraiment comme un livre de super-héros. On va plus retrouver donc Mark, donc alias avant Eric, donc le jeune Magneto quand il était enfant, dans une Allemagne nazie en fait tout simplement où il y a eu toutes les crimes de guerre, enfin tout ce qu'on a pu voir avec Varsovie, Auschwitz, enfin vraiment tout ce massacre en fait qui a été fait. C'est où ils parlaient justement, ils font beaucoup de références à l'histoire, donc avec la nuit cristal, les camps de concentration. On va le voir en fait évoluer, on va dire ça comme ça. Où au début c'était juste un jeune juif dans un pays où il se sentait bien, et tout d'un coup les nazis ont pris le contrôle, on va dire, du pays.
Justement, on commençait justement à faire cette guerre. Et en tant que juif, il a perdu quasiment tous les pouvoirs d'homme. Vraiment, on le voit très bien dans une des scènes, où son oncle en fait est sorti en fait avec une Allemande et il s'est fait tabasser clairement sur la place publique parce que justement il était juif. Et ensuite, on le voit justement sa famille tout perdre parce que justement ils sont juifs et ainsi de suite dans l'histoire on va le voir alors on va pas le voir utiliser ses pouvoirs une seule fois en tant que Magneto, à part peut-être 2 fois, mais c'est vraiment des images très courtes, ça veut dire vraiment c'est que des allusions, c'est vraiment pas ça n'est pas le propos de ce comics, voilà, c'est vraiment là on est plus dans des pour expliquer qu'en fait qu'un comics peut être aussi historique dans le sens où il peut nous raconter des faits réels que nous on a subis, mais sous les traits d'un des héros, sans qu'il puisse utiliser par exemple son pouvoir. Certaines doubles planches sont juste dingues dans le sens où on va le voir mettre au four en fait certaines personnes et où il va arracher justement les dents en or qu'il va donner en fait aux Allemands, ou des lunettes justement pareil qu'il va donner aux Allemands. On va apprendre ce que c'est vraiment la nuit cristal également pour ceux, comme je disais par exemple, qui ne connaissent pas encore, ou qui ne connaissent pas ce qui a pu se passer. Je pense que ce comics peut être vraiment un premier pas pour se dire j'aime les livres et j'apprends en même temps un peu d'histoire. La nuit cristal, ça a été juste un massacre pour les Juifs. On a vu, il y a également des traits, par exemple, à une époque, on donnait 700 calories pour un Polonais, et pour un Juif, on leur donnait à manger que 160 calories. Donc on voit tout d'un coup que même maintenant, un Juif, tout d'un coup, devient... Ouais, ils étaient vraiment rationnés, ils étaient vraiment considérés comme des sous-humains. Sous-humains, exactement. C'était vraiment ça. Et ce qui était intéressant en fait dans ce comic, c'est que la femme, par exemple, de Magneto, enfin de Eric ou de Max, comme là maintenant il l'appelle, mais on savait pas vraiment qui c'est. Enfin moi, j'avais jamais vu de trait sur ce personnage-là. Et là, on a pu découvrir justement l'histoire également de cette personne, ce qui lui est arrivé, parce qu'on la voit au tout début, qui tombe amoureux en fait un peu de cette femme, et on va la voir suite à la guerre qu'elle était obligée de partir, qu'elle est obligée de revenir, qu'elle s'est fait arrêter, que pour essayer de la libérer, il va faire une tentative d'évasion. Enfin bref, on va voir tout ça dans ce récit, et je le trouve vraiment poignant. Mais encore une fois, moi au tout début, quand j'entends le testament de Magneto, je me suis dit, est-ce qu'on va parler de sa fin? Est-ce qu'on va parler de ce début? Ouais, c'est du super-héros. Qu'est-ce qui se passe contre les X-Men? Exactement. Et en fait, j'avais tout faux. Et j'étais pas déçu. Parce que certaines personnes vont se dire, attends, il aurait pu utiliser sa force, il aurait pu... Non, là, on voit vraiment toute la logique humaine, on voit vraiment la haine, les amis qui ne sont en fait plus des amis parce que... Le fait d'avoir l'étoile jaune, on met de côté, on parle plus, on isole. Une classe sociale, tout d'un coup, il devient juif. Enfin, tout d'un coup, il est juif, donc je ne peux plus rien faire pour toi, je ne peux plus t'aider, même si tu m'as sauvé la vie auparavant. Enfin, on voit toute cette scène, on voit aussi le sacrifice de ses parents. Et justement, quand je parle de pouvoir, je pense que c'est l'une des cases où on va voir tout d'un coup des balles en fait arriver et où il les a arrêtées, mais juste pour lui, mais sans le vouloir. C'est vraiment l'instinct qui a pris le... Et c'est même là, cette scène-là, elle était assez dure parce qu'on se dit qu'en gros, il n'a plus personne et que tout d'un coup, son oncle, pareil, se fait tuer parce qu'il a tenté de résister, que tous les Juifs sont partis quasiment, dans tous les sens, et que il se retrouve en fait seul, abandonné, quoi. Et là, il se retrouve après justement à Auschwitz où il va trouver des avions alliés qui vont malheureusement pas attaquer le camp, et on apprend à la fin que c'est l'armée rouge en fait qui a libéré. Ils avaient libéré un certain nombre de camps. Et c'est là où il a pu être sauvé, et l'une de ses phrases c'était plus jamais ça. Et en fait tout ça montre que en gros je pense que c'est ce mot-là qui a dit je vais devenir Magneto. En gros que je vais devenir le mec les humains ne m'intéressent plus.
parce que ça a été tellement un massacre psychologique, hein, même pour lui. Ce n'est pas tant que les humains n'intéressent plus, c'est, comme tu l'as expliqué, cette dépossession de l'humanité par les nazis, le fait qu'ils aient été martyrisés, enfermés dans des camps, le parallèle avec les mutants se fait naturellement. Et voilà, c'est un peu dans ces images-là, et c'est là où on... Donner cette profondeur-là au personnage de Magneto, et tout, avant Clermont, c'était un super vilain classique. Super bien, ouais, c'est ça. Qui voulait détruire l'humanité. Et quand Clermont est arrivé, il lui a donné cette profondeur à ce personnage. Et puis avec ce que tu nous dis par rapport à ce comics, on développe un peu plus ce côté-là et de voir son histoire. C'est vraiment très bien fait parce que en fait, on sent qu'il y a eu une recherche, en fait, un peu. Greg Pak a fait une recherche, je pense, historique sur vraiment les faits. Ça veut dire vraiment, il nous a présenté du début jusqu'à la fin ce qui s'est vraiment passé avec le nazisme. Ça veut dire vraiment au début, c'était un très bon élève. Il était premier dans quasiment tout. Et tout d'un coup, comme il est juif, il peut pas être premier. Donc, c'est un tricheur, c'est un voleur. Tu t'en vas. Sur les faits, par exemple, les commerces. Les commerces, ils disposaient d'un commerce. Avec le montée du nazisme, ils étaient obligés, limite, de donner son commerce à ces gens-là. Donc, on voit vraiment petit à petit le non humain, on va dire, le côté vraiment dur. On va voir le nombre de morts. Enfin, il nous fait une référence avec le nombre de morts sur le nombre d'années. Enfin, c'est quand même assez lourd. Ça remet les choses un peu en question parce que tout ça, forcément, ça nous paraît un petit peu abstrait en 2023. Oui. Dans les faits, quand on voit les horreurs qui se sont passées, la Shoah, les camps, etc., etc., 1000, 2000, 3000, 5000 personnes qui sont tuées, exécutées, comme ça, déportés jusqu'au camp et qui sont morts lors des camps. Là, pareil, ils parlaient qu'il empilait les corps, enfin qu'il enterrait même des corps vivants, mais comme ils étaient plus aptes à travailler, il les mettait directement au four. Enfin, c'était vraiment fort. Même si c'est que des planches, les dessins sont vachement bien représentés, la peur, les cernes, la fatigue, l'amaigrissement. Enfin, on sent l'épuisement. Je me dis, je ne sais même pas comment ils ont pu en arriver à là pour oser faire ça, même arracher des dents des morts pour donner justement. C'est l'horreur, quoi. Ouais, c'est l'horreur. Mais c'est là où ça a été intéressant, puisque même l'histoire avec sa femme, je ne me souviens même plus comment elle s'appelle sa femme, mais c'est aussi intéressant de se dire, elle était un peu dans la même cause, quoi. Et même leur relation, je trouve qu'elle était vraiment, enfin, c'est joli, quoi. Il y a quand même un petit peu de bonheur dans toute cette horreur. Ils ont pu se retrouver, de fonder une famille. Il y a eu quand même une note assez positive, tout en se disant, je comprends mieux le personnage qu'il est devenu maintenant. Pour moi, c'était vraiment un récit qui était important, et je l'ai lu suite à ton dernier, justement avec Esco, où tu nous parlais justement d'Hiroshima, et j'ai voulu me replonger un peu dans c'est bête à dire, hein, mais dans cet univers-là, enfin vraiment de me dire, dans cette période historique. Ouais, c'est vraiment me dire, tu vois, il y a pas, c'est pas que des histoires un peu classiques ou futiles ou autres. Là, on est vraiment dans l'histoire, dans notre histoire. Ça a vraiment existé, quoi. Et de se dire ça en point du comics ou d'un manga, je trouve ça juste top. Ça montre vraiment aux gens qui sont fermés, de se dire, on peut parler de ça avec des images, avec une colorisation, avec des faits réels. Enfin, on peut vraiment le dire. On peut faire de la fiction en s'inspirant des horreurs de l'histoire. Exactement. Donc voilà ma petite review. Ok, merci. Je ne sais pas si la mienne va être beaucoup plus positive. On va voir. Moi, j'ai décidé de vous parler du manga Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, qui est basé sur le roman de Baku Yume Makura.
Alors cet auteur, il voulait que son manga soit adapté, mais pour cela, il ne voyait qu'un seul artiste pour le faire, Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, qui était déjà à l'époque un mangaka reconnu. Et donc c'est presque par hasard, au cours d'une soirée, il y a quelqu'un qui a fait l'entremetteur entre deux artistes pour adapter ce roman en manga. Ça s'est fait de 2000 à 2003, sorti en France en 2004 jusqu'en 2005 aux éditions. Il y a eu combien de tomes? 5 tomes. 5 tomes. La première édition était en format complètement souple. Maintenant, on est dans un format complètement cartonné. Alors, de quoi ça parle, le sommet des dieux? En fait, tout commence en 1924. On suit deux personnes, Mallory et Irvine, deux alpinistes anglais, qui font l'ascension de l'Everest. Ah oui, ça y est, oui. Ils commencent à monter, et puis à un moment donné, ils disparaissent. On suppose qu'ils sont morts, enfin, bref, on suppose pas, ils sont morts. D'accord. À cette hauteur-là, il fait moins 30 degrés, tu ne peux pas rester très très longtemps. C'est clair. Et donc ça se passe en 1924. En 1993, on retrouve un photographe, Fukamashi, qui a accompagné justement une expédition japonaise pour l'ascension de l'Everest. Ça s'est mal passé, il y a deux personnes qui sont mortes. Et les autres sont repartis et lui, il reste à Katmandou. Voilà, on ne sait pas trop, il erre dans la vie. Il entre dans une boutique et voit un vieil appareil photo, un Kodak. Ah oui, ouais, Kodak, ouais. Un vieil appareil photo comme ça dans un magasin où il faut savoir que là-bas le magasin il récupère les affaires des expéditions. Ok, d'accord. Et donc il dit bah tiens ça sort et puis il achète et puis il réfléchit, il pense à tout ça et puis il se dit est-ce que ça serait pas l'appareil photo de Mallory? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement la résolution du mystère à savoir s'ils ont atteint le sommet ou pas? Et donc il va se retrouver embarqué dans une histoire où il va rencontrer un alpiniste japonais qui s'appelle Abu Joji, qui est un peu incognito. En fait, il ne le reconnaît pas tout de suite. Il se dit ah j'ai déjà vu quelque part, je connais cette personne, mais il n'arrive pas à savoir. Et bon, il retourne au Japon et là, il commence à chercher l'histoire de cet alpiniste Abu Joji. Il découvre que cette personne a consacré toute sa vie à l'alpinisme. Donc voilà, donc, au fur et à mesure de ses recherches, il n'a plus qu'une seule envie, c'est retourner là-bas pour retrouver l'appareil photo et percer le mystère de cet alpiniste qui Joji a participé en expédition japonaise en 1985 et depuis il n'est jamais revenu au Japon. Il a disparu et donc il est resté là-bas 8 ans. Donc, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se prépare, etc. Et pour les amateurs de grands espaces, etc., on a des planches absolument de montagne absolument superbes. On se sent tout petit en fait et surtout dans ce manga, on a une passion, c'est l'alpinisme. Je sais pas si ça te parle à toi. Oh, oui, enfin, ouais, du gars qui monte, quoi. Moi, absolument pas. On a l'image de l'alpinisme, le gars qui marche un peu. Et en fait, l'alpinisme, c'est un truc de fou, l'alpinisme, en fait. C'est presque un sacerdoce. C'est-à-dire monter au sommet, et prendre le premier chemin, à être le premier, prendre des risques. Un défi, Alors, je sais qu'il y en a qui sont soit en solitaire, soit en équipe, dans les conditions extrêmes, mais surtout, c'est très dangereux. Bah, moins 30 ou autre, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on se dit, ouais, l'Everest, bon. Mais on se rend pas compte, en fait. Parce que, à partir d'une certaine altitude, il y a beaucoup moins d'oxygène. L'oxygène, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que tu commences à avoir des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des problèmes de vision, et puis surtout le froid intense. Quand tu es obligé de bivouaquer par moins 30, comment tu fais? Ouais, non, mais oui. Il y a plein de choses comme ça que j'ai apprises
Par exemple, quand tu es en altitude, tu dois boire généralement 1 litre et demi par jour. En fait, Ah bon? Quand tu montes, moi ça c'est condition normale, de 1 litre de l'eau par jour. Quand tu montes à plus de 6 mètres, tu dois boire 4 litres par jour. Oh. Parce qu'en fait, le froid dessèche, et du coup tu tu te déshydrates très très Ah, vite. ouais, d'accord, ok. Donc tu les vois boire de la soupe, du thé, voilà, du miel. parce Ah, qu'en oui, fait, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Et à un moment donné, plus t'es haut, plus il fait froid, tu ne peux plus manger d'aliments solides. Tu es obligé de prendre des soupes, des choses liquides, des choses que tu peux réchauffer. Du mal après à digérer ou à. Mais ça, t'as appris ça sur le manga, justement, c'est eux Ouais. qui. T'as eu des. Bah, en fait, Oh, d'accord. Ils expliquent un certain nombre de choses parce que moi, l'alpinisme, c'est pas du tout mon sujet. Ouais, mais t'aurais pu chercher, faire des recherches, voir. ouais, non, Ouais, non, c'est dans le manga qu'ils expliquent. D'accord, bien, bien, bien. Et puis même, c'est dur. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ils disent aussi comment il faut s'habiller. À un moment donné, ils disent pourquoi tu mets des chaussettes, je sais plus, en laine. Pourquoi tu mets pas des chaussettes en laine qui sont plus chaudes. Et là, il explique qu'effectivement, elles sont plus chaudes. Mais si t'as plus chaud, tu peux transpirer. Et si tu transpires, tu peux geler. Ouais, ça veut dire que les gars, ils ont déjà pensé, réfléchi à. Ouais, non, mais ouais. Ah, tu peux geler. Alors tu dis, attends, c'est hyper dangereux en fait. Mais je te dis, mais moi j'ai pas envie d'y aller. Et mort, quoi. Parce que là-bas, si tu. Par exemple, on sait que la chaleur elle se diffuse par les extrémités, la tête, les doigts, les orteils. Quand tu sens plus ton doigt, bah en fait c'est que le sang a gelé et que ton doigt, fout. Ouais, c'est ça. Tu te dis là, c'est tendu quand même tout ça. Donc, une grosse histoire sur l'alpinisme, petit mystère autour de l'appareil photo, etc., etc. Et surtout, c'est vraiment presque un récit initiatique, puisque Fukumashi, 40 ans, sait pas trop fait quoi faire de sa vie. Ah, il est un peu paumé, il est un peu. Et puis là, il vient un drame, parce qu'en fait, il était en train de photographier, et il y a 2 personnes qui sont tombées devant lui, devant son objectif. Ouais. Il a un traumatisme. Il a une espèce de... Ouais, il est marqué, quoi. Il est marqué, Et puis avec la rencontre avec Abushoji, il se passe quelque chose, il y a une espèce de feu intérieur il a envie de se prouver des choses, de monter, de grimper, d'y arriver, d'être capable de faire les choses. Et puis aussi ce parcours, on suit ces 2 personnages qui vont évoluer au fur et à mesure des 5 tomes. Alors c'est à la fois la tranche de vie et un peu un récit d'aventure, parce qu'il y a certaines péripéties qui vont se passer, comme se monter un peu la sauce, mais comme l'alpinisme, comme base avec les piolets, etc. Ça, c'est pas mal. Ouais, non, mais je pense qu'ils ont fait un animé dessus. Ils ont pas fait un. Tout à fait. Il y a un film qui est sorti en 2016 et un film d'animation qui est sorti en 2021, un film français. D'accord, ok. D'accord. Ouais, il me semblait que j'avais vu à un moment un extrait sur. Mais je savais pas que c'était ça. Je savais pas que c'était celui-ci. Mais ça donnait envie parce que même les traits, même les dessins. Alors moi, je pense que j'ai dû voir la bande-annonce. Ça devait être sans doute de celui de 2000. C'était quoi le dernier, 2020? Oui, 2021. C'est ça, 2021. C'était vraiment, vous voyez les traits des personnages et justement l'histoire avec l'appareil photo, ça me disait quelque chose. Et je me dis même l'intrigue qui est aussi bête qu'un appareil photo pour savoir s'ils ont réussi ou pas à trouver, enfin à escalader tout en haut. Tu te dis qu'en fait, tant que l'univers est bien dessiné, t'es toujours dedans. C'est ça. En fait, il y a pas mal de choses. Alors, c'est pas un livre sur l'alpinisme en tant que tel. Oui. Mais en fait, il y a pas mal d'informations dans ce manga. Des choses, par exemple, on parle du Népal. Ça, je l'ai vu. En fait, le Népal faisait payer les expéditions. Cela permettait au Népal de toucher un peu de sous, de faire vivre leur population. Ça tient un source de commerce, quoi. C'était vraiment une. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, mine de rien, il faut. Alors, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, s'il y a encore des expéditions, mais pour aller au sommet de l'Everest. Mais il faut savoir, on l'a pas vaincu tout de suite. Il a fallu plusieurs expéditions.
faut retrouver le bon chemin. Pour réussir à... Le sommet. Ça ne s'est pas fait, comme ça. Et même à un moment donné, justement, j'ai pas vérifié la pertinence historique de tout ça, mais pour réussir, ils ont utilisé les bonbonnes d'oxygène. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible de monter sans oxygène. Mais il y en a qui le font, mais bon, il faut conditions physiques. Ouais, qui est quand même assez... Et surtout, ce qu'ils expliquent aussi, c'est un truc de fou, c'est quand tu bivouaques à altitude, en fait, tu te reposes pas vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'oxygène, donc ton corps, il se régénère pas de la même manière que quand tu es au niveau de la mer. Donc, en fait, si t'as pas une condition physique et une force mentale à toute épreuve, bah, t'y arrives pas, en fait. c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Et j'avais vu un film qui s'appelle, je crois, Everest, Ah oui, avec Jared Leto notamment. je l'ai vu celui-là. Où justement... Ouais, cela, ça a mis en exergue un peu les difficultés de la montagne. Parce que même une équipe qui est construite, justement comme Everest, qui a vraiment un but dans sa tête, qui se dit on va y arriver, on voit à la fin, en fait, il y en a un, je crois, qui a perdu ses doigts, je crois, si je dis pas. Je crois qu'il y en a qu'un seul qui a survécu, il a effectivement d'un certain C'est niveau. vraiment dire les cas extrêmes, enfin le côté dur. C'est surtout, je vais faire rigoler certains, mais quand on fait 4 et qu'on a du vent et qu'on a une température ressentie est 0. Sauf que là-bas, quand il fait moins 30, un vent qui souffle à 50 km/h. C'est bizarre. Donc là, ton ressenti, ça doit être piqué, hein. Non mais quand même, si déjà t'as du mal avec 4 degrés, tu dis ça sert à rien que je tente l'Everest, quoi. Je me dis, je regarde la télé, je me mets géographie, je sais pas quoi là. C'est ça. Bon, en cas moi, ce manga, je l'ai relu, je l'avais acheté à sa sortie il y a longtemps. Donc je l'ai relu pour le cadre de cette émission. Effectivement, c'est pas exoté, il faut dire ce qui est. On ressent quand même des choses. C'est surtout la détermination, l'abnégation de certains personnages par rapport à ce qu'ils font. Quand même. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas là pour rigoler, ils font ce qu'il faut et surtout ils ont un but. Vraiment un but. Ils s'y tiennent. Et tu ne pourras pas les faire changer de leur objectif. Et même s'ils vont sacrifier tout pour ça, ils y vont faire. Ouais, généralement c'est ça. Hein, je crois que dans l'Everest, c'était aussi un peu dans cette même mentalité où on est prêt à donner notre vie pour réussir. Et je trouve ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'a donné froid. J'étais mis dans mon lit. C'est blague à part. Tu te dis ouais quand même. Tu ressens quand même la pression et tu dis que à ces conditions, la vie ça tient pas à grand chose dans ces conditions et il suffit de pas grand chose à intempéries et tu vois pas ce qui se passe autour de toi, tu peux pas descendre, t'as plus de vivre, bah t'es mort. Voilà, c'est tout. T'as pas de bouton reset. Tu recommences quoi. New party quoi. Tu peux pas faire. Ouais, non mais complètement. Ouais. Non mais ouais. C'est vrai que ça. Mais par contre celui-là il me donne vraiment envie, tu vois, parce que tu te dis que même la trame du scénario et tout, tu te dis c'est humain quoi. Enfin les gens, tu te dis jusqu'à où ils sont capables d'aller. Jusqu'au bout, jusqu'où le mental de l'être humain peut aller pour faire des choses. Alors, j'avoue qu'il y a des choses, des fois je me suis dit, bon, là ça me paraît quand même un petit peu dur au niveau de ce qu'ils peuvent faire physiquement. Oui, ouais. Après, on n'en sait rien parce qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent soulever 200 kilos, elles sont pas bodybuildées pour autant, donc peut-être, on sait pas. Ça peut être possible, ouais. Non, mais oui. Il y a une scène. Il y a une scène qui m'a paru un petit peu longue quand même. Mais sur le reste. Mais sur le reste, bon, c'est possible. C'est possible. Ça peut passer. Voilà, c'est ça. Je pourrais pas le faire, mais peut-être quelqu'un. Mais pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Et tu l'as vu l'animé ou t'as pas du tout Non, je l'ai pas vu. Comme il est sorti en 2021.
Et ça me donne bien envie, là, j'ai envie de le voir. J'en ai eu que des bons échos, et là, maintenant que j'ai lu l'œuvre originale, bon, j'ai pas lu le roman, mais bon, ouais, j'ai le manga, j'ai envie de le voir. Surtout que je me dis que le manga, bon, on a du noir et blanc, donc le film, il doit y avoir plus de couleurs. Plus Ouais, égalisé. franchement, quand tu regardes la bande-annonce, alors si c'est bien celle-ci, mais je pense, justement parce qu'il montrait le Kodak, tu sais, noir, et qui se plie, enfin Ouais, généralement, c'est il ça, exactement. ah bah, C'est ça. voilà, ça devait être ça. Alors, tu regardes la bande, juste les traits des personnages, tu vois tout. Même comment il est fait, l'animé, tu sens que c'est, je te dis pas réel, mais tu arrives facilement à te mettre à leur place, à te dire, ah ouais, ouais, ouais. Et là, je vais me les cahier, je sais pas, là, il y a, je sais pas, moi, il y a une avalanche, comment je vais, enfin, tu vois, Ouais, c'est tu ça. sens quand même tu sens qu'il y a eu un travail de fait vraiment dans ça, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils sont inspirés du trait de Jaritin Taniguchi, qui est très réaliste, qui est plutôt ligne claire, qui est plutôt pas dans l'exagération. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, dans l'animé sur les bandes annonces, ça faisait vraiment, euh, tu sais, c'est pas comme t'as des animés où c'est vraiment grossier, où tu sais que c'est un manga, quoi. Là, t'arrives à te plonger dans le truc, quoi. Tu te dis, ah ouais, c'est, limite, t'as envie d'être avec eux, quoi. Tu vois, je te dis pas que c'est, De loin. Parce que, dirais Julien, tu veux faire une expédition pour aller à l'Everest? Je sais pas, je me tâte hein, quand même. mais toi, t'es derrière l'écran, tu vois. Ouais, Tu les c'est ça. regardes, et toi, tu profites, mais voilà, avec des popcorn, chocolat chaud, et eux, ils se fatiguent pour toi. C'est Mais ça. non, mais vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment pas Ah, mal. ouais. Voilà, on a bien discuté sur nos 2 reviews. Je tenais encore une fois à te remercier. Merci, Merci de m'avoir C'est invité. c'était très cool de pouvoir échanger avec toi. Et je vais pouvoir lire ce testament peut-être sur Marvel Unlimited. sur Oh Marvel oui. Unlimited. Mais ils ont même fait une nouvelle édition avec le Must Have. Alors, je sais pas Ouais. si ce que ça donne, mais voilà. Parce que ouais, toi, tu vois, très très grand format. Ouais, moi, je l'ai pris. Alors, le problème du Giant Size, c'est que c'est pas très confortable à lire. C'est vraiment très grand. Mais les planches, enfin, je voulais vraiment me plonger dans le truc et vraiment les planches étaient, voilà quoi, c'était vraiment énorme quoi. Pour moi, je voulais vraiment me mettre plein les mirettes quoi. Mais sinon, en édition normale ou Must-Have, peut-être Must-Have, je sais pas ce que ça donne, mais ouais, c'est à 16 €. Ouais, Celui-là, il était quand même ouais, ça, à... doit être 16 maintenant le prix. Bah, je Ouais, regarderai, c'est je mettrai un coup d'œil. hum. Ok. Voilà, voilà. Eh bien, merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager avec nous et à vous abonner à sa chaîne Comics Noob. Je vous souhaite très bonne continuation. Ciao. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.